Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 19 mars, il est 8h30 et vous écoutez la matinale sur EDJ-FM. Au programme, une émission un peu particulière puisque nous allons passer la prochaine demi-heure à analyser les résultats du premier tour des élections municipales. Nous irons décrypter les résultats nationaux et les réactions politiques avant de se concentrer sur les résultats de quelques grandes villes et de finir par les résultats locaux. Un gros programme nous attend, vous l'aurez compris, mais juste avant, place au Flash Info. Dans l'actualité ce jeudi, après des frappes contre des installations gazières en Iran et au Qatar, Emmanuel Macron appelle à un moratoire immédiat. Le président français demande l'arrêt des attaques visant les infrastructures civiles, notamment énergétiques et hydrauliques. Dans le même temps, Donald Trump a menacé de détruire un immense champ gazier iranien en cas de nouvelle escalade. Des frappes inédites ont visé ces sites stratégiques, marquant une étape supplémentaire dans le conflit. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, est attendu aujourd'hui au Liban. Cette visite intervient alors que les opérations militaires israéliennes provoquent d'importants déplacements de population. L'armée israélienne annonce vouloir détruire plusieurs ponts dans le sud du pays pour couper les voies d'approvisionnement du Hezbollah. J-3 avant le second tour des élections municipales, après le débat à Paris, place à Marseille ce soir, avec une confrontation télévisée entre les candidats de France 2. Une incertitude demeure toutefois, la participation de la candidate LR Martine Vassal, arrivée 3e derrière Benoît Payan et Franck Alizio. Enfin, Liverpool a largement dominé Galatasaray 4-0 hier soir en Ligue des Champions. Porté par un grand Mohamed Salah, les Reds se qualifient pour les quarts de finale. Ils y retrouveront le PSG en avril pour une affiche qui rappelle leur confrontation de l'an dernier, remportée par les Parisiens au tir au but. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 8h30. Vous êtes toujours sur EDJ-FM et on ouvre à présent notre séquence spéciale premier tour avec vous, Mégane Gomez. Rarement, la carte électorale n'aura été aussi fragmentée lors d'un premier tour d'une élection locale en France. Entre abstention marquée, percée du Rassemblement national, poussée de la France insoumise, le recul net des Verts, également le Parti socialiste et les Républicains qui résistent. Mégane, vous nous aidez ce matin à décrypter ces résultats. Oui, Léa, lors de ce scrutin et à un an de la prochaine élection présidentielle, plusieurs faits majeurs ont marqué ces municipales. Tout d'abord, le premier enseignement et la percée nette du Rassemblement national et de ses alliés dans le paysage politique français, une tendance déjà visible lors des élections municipales de 2020, bien que particulière sous la tenue du Covid, et qui se confirme à nouveau lors de ces élections. Dès l'issue de ce premier tour, le RN compte 28 villes dans lesquelles ses candidats ont directement été élus ou réélus, et avec de larges scores, à l'image de Steve Briouat à Hénin-Beaumont, avec 78% des voix. Le RN et ses alliés réussissent même des scores historiques dans de grandes villes, notamment à Marseille, à Nice ou encore à Toulon. Une percée quasi similaire s'est également produite de l'autre côté de l'échiquier politique lors de ce premier tour avec la France insoumise. Deuxième fait marquant de ces élections, la belle poussée des listes autonomes de la France insoumise, notamment dans les banlieues populaires et dans les grands ensembles urbains. Dans plusieurs villes, les candidats LFI ont été placés soit en tête par les électeurs ou en ballottage très favorable pour le second tour dimanche, à l'image de la ville de Roubaix où David Guiraud, l'un des porte-parole du parti, a récolté 46% des voix, ou encore à Saint-Denis, en région parisienne, où Bali Bagayoko a été élu dès ce premier tour avec 50,7% des suffrages, des résultats synonymes d'une bascule amorcée ces dernières années, où LFI a diversifié son électorat et son discours pour s'adresser plus largement à tous les électeurs de gauche. Et lors de ce premier tour, certains partis ont connu un recul net, à l'image des écologistes. Si on avait pu parler de vague verte lors des élections municipales de 2020, cette fois-ci c'est plus contrasté, bien que les écologistes ont remporté dimanche la victoire dans une centaine de communes rurales dans les grandes villes, ils se retrouvent en difficulté à l'image de Besançon et Strasbourg. La lueur d'espoir pour les Verts vient sans doute du côté de Lyon, où Grégory Doucet a su déjouer les sondages pour se placer à la surprise générale en tête avec 37,36% des suffrages devant son principal adversaire et jusqu'alors favori de cette élection, Jean-Michel Aulas. Mais malgré tous ces résultats, les partis traditionnels résistent plutôt bien. Et parfois même très bien. Pour les républicains centristes et divers droites, près de 1200 candidats sont qualifiés pour le second tour et près de 400 ont déjà été élus ou réélus dès le premier tour. Parmi eux, des figures emblématiques de LR, dont Jean-François Copé dans son fief Hameau, avec 63% des voix. Pour le bloc centriste, le bilan est contrasté, mais l'ex-premier ministre Édouard Philippe est arrivé en tête au Havre dès ce premier scrutin, avec 44% des suffrages. En
Enfin, près de 670 candidats du Parti socialiste et des listes de divers gauches se sont qualifiés pour ce second tour. Un dernier fait marquant et pas des moindres a été particulièrement remarqué, le faible taux de participation. Oui, seuls 44% des Français se sont déplacés pour aller voter dimanche. C'est tout simplement le pire score de participation depuis le début de la Ve République, résultat d'un climat de défiance envers la politique, mais aussi, sans doute, à cause des enjeux du moment qui sont plutôt internationaux avec la situation actuelle au Moyen-Orient. Merci Mégane pour cette analyse complète de ce premier tour des élections municipales. Et après le dépôt définitif des listes, l'on peut enfin analyser correctement le jeu des alliances. Les extrêmes traditionnellement ont tendu la main aux partis plus modérés des dimanches soirs. Cela a mis en lumière toutes les ambiguïtés qui font perdre du crédit aux partis politiques et notamment à gauche. Chiara Mariani. Un sentiment de trahison règne chez les adhérents du Parti socialiste. La confusion commence lors de la conférence de presse du parti le 15 mars. Le premier secrétaire, Olivier Faure, donne alors pour consigne nationale de ne pas s'allier avec la LFI. En conséquence, au premier comme au second tour, il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise. Or, dès le lendemain, les fusions de listes PS-LFI pleuvent dans certaines grandes villes, à l'instar de Brest, Nantes, Avignon, Clermont-Ferrand ou encore Toulouse. Son candidat PS François Briançon n'a pas respecté la consigne en s'alliant avec la frange LFiste locale menée par François Piquemal. Interviewé dans le 20h de Léa Salamé sur France 2, Olivier Faure a minimisé en direct la portée de cette compromission, pourtant interdite la veille. Donc vous, Olivier Faure, vous seriez habitant à Toulouse, vous votez sans problème François Piquemal. Si j'étais habitant à Toulouse, effectivement, je voterais François Piquemal. Alliance interdite, mais alliance votée. Le même jour, Manuel Bompard, coordinateur LFI, avait de son côté appuyé la fusion des listes socialistes et LFistes au micro de France Inter. Nous appelons partout, je vais vous expliquer, ça sera très simple, partout où la droite et l'extrême droite menacent de gagner, nous appelons à la constitution d'un rassemblement, d'une fusion entre les différentes listes pour battre la droite et l'extrême droite. Comme d'ailleurs, c'est la tradition à gauche depuis la nuit des temps. Face à la menace du RN, toute attitude, tout incartade semble être possible. Faisant de cet argument son cheval de bataille, Olivier Faure exprime une ligne molle, à géométrie variable, et qui trouble ses partisans. Même la présidente socialiste de la région Occitanie a désavoué le premier secrétaire, expliquant qu'elle ne soutiendrait pas la liste fusionnée à Toulouse. Rappelons que la fusion PS-LFI est à la gauche, ce que la fusion Républicain-RN serait à la droite. Sauf que la droite, elle, est prête à bannir ceux qui s'y aventurent. Si à gauche, de multiples alliances PS et LFI ne se sont donc formées, à droite, malgré la main tendue par le RN, aucune alliance n'a pourtant eu lieu. Oui, il y en a eu quelques-unes, mais elles ont été condamnées par le parti de droite. Le RN a en effet tendu la main à la droite lors de sa conférence du 15 mars au soir. Partout où le contexte local le permet, le Rassemblement national tend la main aux listes de droite sincères, aux listes indépendantes et à tous ceux qui refusent à la fois le désordre de l'extrême gauche et la dilution dans le macronisme. Sauf que, à droite, cette main tendue est restée lettre morte, à l'exception du cas Lang à Reims. Le candidat LR Stéphane Lang a fusionné sa liste avec la candidate RN Anne-Sophie Frigou. Ce dernier a été aussitôt exclu du Parti des Républicains. Une mesure forte pour cette exception qui a bien confirmé la règle. Le camp de droite ne s'allie pas avec le RN et ne reconnaît donc aucune similitude, ni dans son programme, ni dans ses idées, avec le parti d'extrême droite. C'est dans ces conditions que l'écrasante majorité des candidats se sont refusés à négocier avec le RN, quitte à voir leur chance de l'emporter partir en fumée. Le président LR Bruno Retailleau a d'ailleurs enfoncé le clou à l'endroit des socialistes sur BFM TV hier matin. La gauche nous accuse depuis longtemps d'hésiter, de ne pas être clair, mais c'est la gauche aujourd'hui qui trahit ses idéaux. Devant l'impossibilité de cette fusion de droite-extrême droite, Sarah Knafo reconquête à retirer sa candidature à la mairie de Paris, espérant y empêcher le maintien de la gauche. Une démarche rare que son opposante Rachida Dati qualifie de geste fort. Assumant donc que si aucune fusion n'est possible, les électeurs d'extrême droite peuvent envisager de se rabattre sur le parti républicain. Assiste-t-on à une stratégie, celle de la fusion qui ne porte pas son nom ? Pendant ce temps, des partis comme Horizon d'Édouard Philippe ou Renaissance, Emmanuel Macron, sont presque absents des municipales et semblent incarner le centre mou de cette classe politique ambiguë. Merci Chiara. Et justement, à propos de Paris, les élections municipales ne se sont pas jouées sur un seul scrutin, mais sur deux. Depuis la réforme de 2025, les électeurs votent à la fois pour le Conseil de Paris, désignant le maire, et pour les conseils d'arrondissement, gestion du quotidien et des quartiers. Quels en sont les résultats du premier tour, Thomas Noël ? Une élection globale et une multitude de batailles locales, Léa,
niveau central, la dynamique semble claire. Emmanuel Grégoire de l'Union de la gauche regroupant le PS, les écologistes, le Parti communiste français et Place Publique notamment, est arrivé largement en tête du premier tour avec près de 38% des voix. Face à lui, Rachida Dati des LR est distancée à 25%. Sofia Chikirou de LFI a remporté 11,7% des scrutins. Mais entre les deux tours, les stratégies annoncées à la clôture des listes mardi soir pourraient bien rebattre les cartes, Thomas. Tout à fait, Léa. À droite, le choix est celui du Rassemblement. Pierre-Yves Bournazel d'Horizon et ses 11,34% rejoignent la liste de Rachida Dati. Sur le papier, elle élargit la coalition, mais dans les faits, ni lui ni certains de ses proches, comme Clément Beaune, ne figurent sur la liste finale de la candidate LR. Un choix qui fragilise la lisibilité de cette alliance et pose clairement la question du report réel de ses électeurs. Question sur laquelle mise également Sarah Knafo et ses 10,40%. La candidate Reconquête s'est retirée en début de semaine. Une décision qui n'est pas neutre politiquement, parce que si Dati perd, Knafo ne pourra pas être accusée d'avoir maintenu une candidature qui aurait divisé la droite, et si LR gagne, elle pourra faire valoir son retrait, contribuant donc à ce rassemblement de la droite. Ce qui peut lui donner un potentiel levier pour peser politiquement ensuite. À gauche, on a Emmanuel Grégoire qui a rejeté la main tendue par LFI, une décision qui a été très contestée, même dans son propre camp, augurant pour dimanche prochain une triangulaire à Paris. Et pour comprendre ce que cela peut changer, il faut descendre à l'échelle des arrondissements. Qu'est-ce que les résultats disent de ces élections ? Eh bien, la carte parisienne reste globalement structurée. Dans de nombreux secteurs, la gauche conserve des positions solides. Elle arrive en tête dans le centre de Paris, du 1er au 4e arrondissement, mais aussi dans les 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements, souvent avec des scores autour de 40 à 50%. Dans le 13e, elle est même élue dès ce premier tour avec plus de 51%. En face, la droite conserve ses traditionnels bastions que sont les 6e, 7e, 8e, 15e, 16e et 17e arrondissement. Les 16e et 7e ayant également déjà leur maire élu, Rachida Dati garde son 7e arrondissement grâce aux 59% de votes favorables. Donc à première vue, peu de basculements majeurs par rapport aux équilibres observés en 2014. Mais certains secteurs restent plus incertains. Par exemple, le 9e arrondissement place aujourd'hui la droite en tête, alors qu'il était précédemment, donc en 2014, dominé par le centre. Dans le 5e, c'est justement le centre qui arrive en tête, devant la gauche et la droite. Ce sont donc des zones assez charnières où les équilibres peuvent encore évoluer dimanche. Cela dit, l'élément le plus à surveiller, c'est bien cette division à gauche que l'on retrouve aussi dans plusieurs arrondissements clés. Donc il y a le 10e, le 11e, le 18e, le 19e ou le 20e qui votent à plus de 15% pour la candidate Sofia Chikirou de LFI, ce qui n'est pas négligeable. Et dans une triangulaire, ces voix peuvent clairement empêcher Emmanuel Grégoire, alors arrivé en tête quand même dans ces arrondissements, d'atteindre une majorité finale suffisante localement pour atteindre la mairie de Paris. A l'inverse, à droite, l'Union peut théoriquement renforcer les positions, mais là aussi une inconnue demeure, le comportement réel des électeurs entre les deux tours. Oui, parce que les reports de voix ne sont jamais vraiment automatiques. Merci Thomas. Et c'est sûrement la plus grande surprise de ce premier tour des municipales à Lyon. Depuis 3 mois, tous les sondages s'accordaient à dire que Jean-Michel Aulas devait sortir vainqueur en devançant le maire sortant Grégory Doucet, mais l'actuel boss de la mairie n'est pas prêt de laisser son siège à l'ancien président de l'OL, Daniel Kolchanov. On peut dire que les Verts ont battu Jean-Michel Aulas et ça a dû le faire rougir. Il va rester le match retour la semaine prochaine, avait lancé le candidat soutenu par LR et le Bloc central dimanche soir après avoir récolté 36,8% des voix contre 37,3% pour Grégory Doucet. Seulement 1000 votes séparent les deux candidats, c'est très très serré. La dynamique de campagne est nettement du côté de l'écologiste, sur laquelle la tête de liste écolo compte bien surfer. Arrivée 3e au scrutin, Anaïs Bellois-Chérifi, candidate de la France Insoumise, s'est félicitée d'avoir engrangé 10,4% des voix, ce qui l'a envoyée au second tour, mais peu après les résultats du premier tour. La députée de la première circonscription du Rhône a interpellé Grégory Doucet pour discuter d'une éventuelle alliance. Le lendemain, Grégory Doucet annonce donc qu'Anaïs Bellois-Chérifi et la France Insoumise rejoignent sa liste, mais toujours selon les conditions du maire écologiste. Grégory Doucet, parrainé par le Parti socialiste et Place Publique, annonce une alliance technique avec LFI selon ses mots. On doit prendre nos responsabilités, a affirmé le successeur de Gérard Collomb dans un entretien accordé au Progrès. La nécessité de faire front commun pour empêcher la victoire de Jean-Michel Aulas, qu'il accuse de porter un projet du siècle passé réactionnaire et passéiste, est l'argument avancé pour justifier ce rapprochement. Il continue par déclarer que LFI aura un certain nombre
d'élus pour le conseil municipal et les conseils d'arrondissement où ils étaient en capacité de se maintenir, mais ils ne participeront pas à l'exécutif. 9 insoumis seront présents sur une liste de 75 avec Anaïs Bellois-Chérifi en 6e position. Le maire de 54 ans le redit, le programme qu'il a conçu avec ses alliés pour le premier tour reste inchangé pour le second. Il est et sera le même appliqué durant le prochain mandat s'il est bien évidemment élu. Donc pas de désarmement de la police et pas d'intégration de personnes ayant été impliquées dans des actes de violence, en référence à l'affaire Quentin Derenque qui a cristallisé le débat à la veille du premier tour. Les conditions sont donc très claires. Avec les 37,7% des voix récoltées par les Verts et 10,4% par la France Insoumise, Grégory Doucet est en très bonne posture pour empiler 6 ans de plus, ou 7 ans, à la tête de la mairie de Lyon. Mais c'est une alliance qui fait grincer des dents le camp Aulas qui accuse le maire de vouloir pactiser avec la France Insoumise. C'est même une alliance de la honte, selon les propres mots de Jean-Michel Aulas. C'est vrai qu'à Paris ou Marseille, les différents partis ont refusé de s'allier à LFI, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive à Lyon. En 2020, les Insoumis représentés par Nathalie Perrin-Gilbert s'étaient déjà alliés à la liste de Grégory Doucet pour finalement l'emporter. Cette alliance de 2020 avait donc permis à Perrin-Gilbert d'entrer dans l'exécutif municipal en devenant adjointe à la culture. Jean-Michel Aulas, quant à lui, reste fidèle à lui-même, pas d'alliance, alors que le candidat du Rassemblement national, Alexandre Dupalais, a échoué à passer au second tour. Est-ce que ça donne une chance pour Aulas ? Effectivement, le RN n'a pas passé un bon dimanche soir avec seulement 7% des voix. Le parti d'extrême droite s'est placé au 4e rang de ce scrutin du premier tour, ce qui signifie pas de second tour. C'est déjà 2 points de plus qu'en 2020, mais 5 de moins qu'en 2014. À Lyon, capitale de la résistance, il n'y aura pas d'élu du RN, s'est réjoui Grégory Doucet depuis son QG de campagne après avoir remporté la bataille de dimanche dernier. Au sortir de cette soirée, la tête de liste du RN, Alexandre Dupalais, n'a pas appelé à voter pour Jean-Michel Aulas, qui représente la Macronie selon lui. Mais en étant la liste la plus à droite dans ce duel au sommet, les électeurs déçus pourraient se rabattre sur un vote blanc ou un vote de consolation en glissant le nom de l'ancien président de l'OL dans leur enveloppe dimanche prochain. Entre alliance, dénonciation et accusation de trahison, on pourrait croire que nous sommes dans un épisode de Game of Thrones, mais non, nous sommes bien dans l'entre-deux-tours des municipales 2026 à Lyon. La saison prendra fin ce dimanche à 20h. Rendez-vous donc en 2033 pour la prochaine échéance municipale, un calendrier qui devrait être ajusté pour éviter un chevauchement avec l'élection présidentielle. Cap à présent sur les élections municipales à Marseille, le maire sortant et socialiste Benoît Payan est arrivé dimanche en tête lors de ce premier tour, mais talonné de très près par le candidat du Rassemblement national, ce qui a mené à une semaine de tractations compliquées, notamment à gauche, avec le candidat de la France Insoumise, Mégane Gomez. À Marseille, le second tour de ce dimanche s'annonce plus serré que jamais. Avec 36,7% des voix au premier tour de ces élections, le maire sortant Benoît Payan et sa liste du printemps marseillais, issue d'une union de la gauche sans la France Insoumise, s'est hissé en tête sur le fil face au candidat du Rassemblement national, Franck Alizio, qui le talonne avec 35% des suffrages. La candidate des Républicains et du Centre, Martine Vassal, est elle arrivée en 3e position avec 12,4% des voix. Ensuite, c'est Sébastien Delogout pour la France Insoumise qui a pris la 4e et dernière place qualificative pour le second tour de ces élections municipales avec 11,9% des voix. Et face au score important du Rassemblement national, les partis de gauche ont tenté cette semaine de faire union, mais sans grand succès. Le Rassemblement national n'avait encore jamais franchi la barre des 30% lors d'élections municipales à Marseille. Ce score historique a forcément fait réagir les candidats qualifiés pour ce second tour, en particulier ceux issus de la gauche marseillaise. Dès l'annonce des résultats de ce premier tour, Sébastien Delogout, candidat pour la France Insoumise, a appelé à un front antifasciste, annonçant tendre la main au maire socialiste sortant, Benoît Payan, pour l'emporter et stopper l'avancée de l'extrême droite. Une main tendue, catégoriquement refusée par la tête de liste du printemps marseillais, expliquant que cette main lui avait donné des coups de poing depuis des mois, ajoutant qu'il n'y avait désormais plus que 2 seules issues possibles pour les électeurs de la cité phocéenne, soit voter pour sa liste ou pour celle du Rassemblement national. Le lendemain du premier tour, près de 500 sympathisants de gauche se sont réunis devant la permanence de Benoît Payan dans l'espoir de le faire changer d'avis. Mais en vain, résultat mardi, Sébastien Delogout a pris une décision forte en se retirant du second tour, expliquant ne pas vouloir prendre part au pari inconscient du maire sortant.
Avec tout ça, à quel résultat peut-on s'attendre dimanche soir pour ce second tour ? Eh bien, la question est complexe. Mais la victoire, c'est sûr, devrait se jouer dans un mouchoir de poche. Vers qui les électeurs de la France insoumise vont-ils se tourner ? Feront-ils le choix d'aller vers Benoît Payan ou resteront-ils chez eux ? Certains pourraient-ils se tourner vers le Rassemblement national ? Car même si cette dernière hypothèse semble un peu folle sur le papier, dans les faits, elle existe bel et bien car le RN a su, lors des dernières élections régionales et européennes, attirer dans ses filets un électorat jeune, issu des classes modestes, populaires et ouvrières, tout comme la France insoumise. Les électeurs des Républicains et du Centre répondront-ils à l'appel du vote utile lancé par Franck Alizio et le président du Rassemblement national Jordan Bardella ? Une chose est sûre, le scrutin à Marseille s'annonce plus indécis que jamais. Merci Mégane. Comme vous l'aurez compris, le second tour des élections municipales à Marseille s'annonce plus que jamais décisif, mais aussi très incertain. Voilà pour l'essentiel des résultats nationaux. Avant de poursuivre et d'ouvrir notre segment local, une petite pause s'impose. Ce matin, on écoute Pop, extrait du nouvel album Kiss All the Time, Disco Occasionally d'Harry Styles sur EDJ-FM. C'était Pop d'Harry Styles sur EDJ-FM. On enchaîne maintenant avec le volet local des élections municipales. Le scrutin était très attendu du côté de Nice, où la campagne a été particulièrement tendue entre les deux figures politiques, Éric Ciotti et le maire sortant Christian Estrosi. Alors, quels sont les résultats et surtout, que peut-il se passer au second tour ? Héloïse Karlicki. Et le premier enseignement qu'on peut tirer de ce scrutin à Nice, c'est une dynamique très nette, avec Éric Ciotti qui arrive largement en tête, avec 43,4% des voix, devant le maire sortant Christian Estrosi à 30,9%. Et derrière eux, on retrouve la candidate écologiste de gauche, Juliette Chesnel-Leroux, qui recueille 11,9% des suffrages. Ensuite, on retrouve plusieurs autres listes qui n'ont pas été qualifiées pour ce second tour. C'est le cas de Mireille Damiano pour la France insoumise. Avec 8,95% des suffrages, elle réalise un score non négligeable dans une ville, rappelons-le, historiquement ancrée à droite. Ce résultat était-il attendu ? Et oui, globalement, les sondages avaient vu juste. Plusieurs enquêtes d'opinion plaçaient déjà Éric Ciotti largement en tête avant le scrutin, autour de 41 à 45% des intentions de vote, contre environ 27 à 30% pour Christian Estrosi. Donc, la hiérarchie est respectée. Mais l'écart réel, lui, confirme une chose, la droite niçoise est aujourd'hui profondément divisée. Une division qui s'est vue pendant la campagne. Exactement, cette campagne municipale à Nice a été marquée par une violence politique assez rare à l'échelle locale, dont les Niçois et les Français ont été témoins. Deux anciens alliés, Éric Ciotti et Christian Estrosi, se sont affrontés violemment avec des attaques personnelles et des tensions permanentes. La tête de cochon déposée devant le domicile du maire sortant illustre ce climat politique tendu. Résultat, le débat de fond sur le projet municipal est souvent passé au second plan durant cette campagne. Et du côté de la gauche, justement, quel rôle peut-elle jouer ? C'est l'un des enjeux majeurs de ce second tour. Juliette Chesnel-Leroux se maintient malgré les appels de Christian Estrosi à se retirer pour faire barrage à Éric Ciotti. Elle refuse, estimant au contraire que c'est au maire sortant de se retirer de la vie politique. Et dans ce contexte, les électeurs de gauche vont devenir décisifs. Et ceux de Mireille Damiano notamment. Vont-ils se reporter sur Juliette Chesnel-Leroux ou plutôt voter Estrosi pour faire barrage à Ciotti ? Donc, rien n'est joué. Non, clairement, Éric Ciotti part favori, mais cette triangulaire peut redistribuer les cartes. Et dans une ville comme Nice, où les équilibres politiques évoluent, le comportement des électeurs entre les deux tours sera déterminant. Merci Héloïse. Rendez-vous donc dimanche pour le second tour de ces municipales à Nice qui s'annonce particulièrement disputé, vous l'aurez compris. Mais au-delà de Nice, ce sont les Alpes-Maritimes qui ont voté dimanche dernier. Bastion de droite, affaires de famille, histoire insolite, dégagisme. Le département s'est fait le théâtre de nombreux rebondissements, n'est-ce pas Chiara ? Oui, vague bleue comme d'ordinaire sur la Côte d'Azur sous diverses formes, c'est la droite qui arrive en tête. À Grasse, à Vence, au Rouret, mais aussi à Mandelieu, Villefranche, Cap d'Aille, Roquebrune. Une tendance qui s'inscrit dans le temps, au regard des résultats de 2020 et 2014, qui ont consacré les mêmes tendances de vote. Des résultats traditionnels donc, mais qui comportent leur lot d'événements. D'abord, la surprise à Cagnes-sur-Mer, où Brian Masson, 29 ans, RN, est élu dès le premier tour avec 50,2% des voix. Il éclipse le maire sortant Louis Nègre, 33,7% des voix, en poste depuis 30 ans. Une affaire de famille, visiblement, puisque dans le même temps, la mère du jeune premier, Alexandra Masson, RN également, est arrivée en tête à Menton avec 36,2% des voix. Face à elle, Sandra Peire et Louis Sarkozy unissent leurs forces au second tour pour contrer l'extrême droite, écartant Florent Champion de leur nouvelle alliance.
À Cannes, c'est le médiatique maire de droite et président de l'Association des maires de France, David Lisnard, qui remporte l'élection haut la main. Avec 81% des voix, il endigue au passage le candidat RN. Sur la carte, quelques exceptions demeurent. Deux taches vertes, Montsartou, Valbonne, des communes remportées dès le premier tour par les écologistes. Difficile aussi de ne pas remarquer les derniers rouges en poste dans la région. Les communes de Comtes et la Trinité, où sont élus dès le premier tour respectivement le Parti communiste et la gauche. Les Alpes-Maritimes ont également leur lot d'histoires insolites ou de drames familiaux. Par exemple, à Duranus, au terme d'une lutte fratricide, le frère dissident Christian Morel a pris la place de Jean-Michel Morel, en poste depuis 18 ans. À Beausoleil, c'est un père et son fils qui se sont déchirés pour la mairie, un duel remporté par le père et maire sortant. On souligne toutefois le taux d'abstention du département. 44,7% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier. Un taux similaire à celui de 2014 qui avoisinait les 40%, mais toujours moins élevé que celui de 2020 qui dépassait la barre des 70%, épidémie de Covid oblige. Pour les communes qui ont droit à un second tour, rendez-vous dimanche 22 mars dans les urnes. Merci Chiara. On parle beaucoup du second tour des municipales comme d'un enjeu local, mais derrière ces élections, c'est aussi l'équilibre du Sénat qui pourrait se jouer et donc une partie du rapport de force politique nationale, Léa Canet. Oui, on va prendre un petit peu de hauteur ce matin pour voir un peu plus loin que les municipales, puisque rappelons-le, les sénateurs ne sont pas élus directement par les citoyens, ils le sont par les grands électeurs, les maires, les conseillers municipaux. Donc très concrètement, chaque mairie qui bascule aujourd'hui, c'est une pièce de plus dans le puzzle du Sénat demain. Et ça change complètement la lecture de ces municipales. On n'est plus seulement sur des enjeux locaux, on est sur une recomposition possible du rapport de force nationale. Alors attention, le Sénat reste une institution lente, il est renouvelé par moitié tous les 3 ans. C'est une machine pensée pour amortir les chocs politiques et pour éviter les virages trop brusques. Mais malgré cette inertie, une question commence à émerger. Est-ce que les municipales peuvent préparer une bascule très à droite du Sénat ? Pas forcément avec une arrivée massive de sénateurs du Rassemblement national. Le scénario le plus crédible serait plutôt un rapprochement entre la droite traditionnelle et l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que le RN a changé de stratégie, son discours économique est devenu plus libéral, plus compatible avec une partie de la droite classique et donc potentiellement plus acceptable pour certains élus locaux. Mais ce scénario a aussi ses limites. Le RN reste un parti qui peine à s'implanter durablement dans les territoires. Beaucoup de maires élus sous cette étiquette prennent ensuite leur distance et dans un système où tout repose sur les réseaux locaux, cette fragilité peut coûter cher. Et puis il y a un angle mort assez frappant, l'abstention, là aussi. Environ 20% des grands électeurs ne votent pas au sénatorial, alors même que le vote est censé être obligatoire. Des sanctions existent, mais elles ne sont quasiment jamais appliquées. Résultat, un scrutin clé, mais largement invisible et parfois même négligé par ceux qui sont censés le faire vivre. Au fond, ce que montrent ces municipales, ce n'est pas seulement qui va gérer nos villes, c'est aussi plus discrètement qui pourrait peser demain sur le Sénat et donc sur l'équilibre politique du pays. Merci Léa. Et même si ce week-end est synonyme de bureau de vote et de second tour, il y a aussi quelques événements culturels. On fait le point avec vous, Jeanne Moncop. Voici de quoi rythmer votre week-end à Nice. On commence samedi en mode nature et réflexion. À 9h, la Maison de l'Environnement vous propose une conférence sur la permaculture. Une plongée inspirante dans une façon plus durable de penser notre rapport à la nature, et c'est gratuit. On enchaîne à 10h avec un virage 100% numérique à la bibliothèque Raoul Mille, un atelier Digital Cleanup Day pour faire le ménage dans ses données et alléger son empreinte digitale. Besoin d'une pause ? À 11h, direction l'Opéra de Nice-Côte d'Azur pour un café jazz. Ambiance feutrée, musique live et gourmandise, le combo parfait du samedi matin. L'après-midi, on reste à l'Opéra, mais on change de ton. À 15h, place à une conférence sur les défis de l'opéra français, passionnant pour les curieux de culture. Dimanche, on passe au grand spectacle. À 14h45, la Cinémathèque vous emmène dans l'Égypte antique avec Cléopâtre, un film culte et oscarisé. Puis à 15h30, cap sur l'église du Vœu pour un concert gratuit de l'Orchestre d'harmonie de la ville de Nice. Et pour finir en beauté, à 16h30, Michael Jonas enflamme le Palais Nicaïa avec un concert entre soul et R&B. Voilà un week-end qui voyage entre nature, numérique, musique et cinéma. Alors à vous de choisir. Merci Jade. Donc voilà pour les sorties du week-end à Nice. On jette maintenant un œil au ciel pour voir ce qui nous attend. Et aujourd'hui, une journée bien ensoleillée du matin jusqu'à l'après-midi avec un ciel qui restera dégagé en soirée. Attention tout de même au vent avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h. Les températures seront comprises entre 9 et 17 degrés. Demain, pas de changement, du soleil toute la journée et un ciel clair en soirée avec des températures similaires entre 9 et 17 degrés. Samedi encore une journée agréable avec de belles éclaircies du matin jusqu'au soir. Les températures
températures seront légèrement en baisse entre 9 et 16 degrés. Et dimanche, changement d'ambiance, des averses dès le matin, puis de la pluie l'après-midi en soirée, avec des températures entre 8 et 15 degrés. Un ciel un petit peu indécis, presque comme un second tour des municipales finalement. Bref, profitez bien du soleil jusqu'à samedi. Dimanche, il faudra composer avec la pluie. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci aux chroniqueurs pour leurs analyses. Merci à Daniel Kolchanov à la régie. Et enfin, merci à vous pour votre fidélité et votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine dès 8h30 pour une nouvelle matinale spéciale second tour cette fois. Très belle journée à toutes et à tous sur DJFM.